te demandais de mettre ta tête en arrière le plus possible. Tu veux pas aller plus loin? Ok, tu peux te redresser. Là, on a une extension qui est vraiment limitée. Le plus possible. Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de consultation. Et aujourd'hui, je ne suis pas en présence de n'importe qui, je suis en présence de Paul. Comment vas-tu? Tout va bien, ça va bien. Paul a un métier que vous connaissez tous, hein, vous êtes tous déjà passés peut-être par un de ses confrères ou de ses consoeurs. Que fais-tu dans la vie? Alors salut à tous, moi je m'appelle Paul, j'ai 26 ans. Ça fait plaisir d'être sur la chaîne de Guillaume après avoir été un spectateur sur YouTube. Donc je suis chirurgien dentiste depuis maintenant septembre 2021 et donc parfois exposé à des postures pas toujours très correctes au travail et pas toujours optimales en termes d'ergonomie. Et donc on vient se faire réajuster un peu de temps en temps pour remettre tout ça d'aplomb quand le dos tire un peu. C'est vrai qu'encore une fois, je me rends compte que la plupart des professionnels de santé sont beaucoup plus alertes aux signaux d'alarme entre guillemets de leur corps, aux petites douleurs, etc. Parce qu'ils savent très bien que la douleur c'est un signal d'alarme, il faut savoir écouter son corps. Malheureusement, il fait une profession, je fais une profession où on est amené entre guillemets à avoir des positions prolongées. On ne peut pas forcément adapter l'ergonomie au maximum. Voilà, par exemple, toi, tu as des loupes au niveau des yeux, tu es comme ça. Ouais, effectivement. Après, on a pas mal de prévention sur les troubles musculo-squelettiques, etc. Mais c'est vrai que parfois, c'est pas toujours en fonction de si on a l'assistante, pas l'assistante. Pas toujours optimal et donc entre se tenir mal et voir en bouche parfois malheureusement on fait le choix de la simplicité et j'ai pas d'assistante moi. On se tient un peu mal mais après il y a c'est en train de se développer avec notamment le microscope etc et le travail à quatre mains avec les assistantes. Voilà, il y a beaucoup de dentistes qui se penchent sur ces sujets-là pour durer parce qu'il me reste encore quelques années de carrière avant la retraite. Quelques-unes. Est-ce que tu fais du sport? Je fais du sport, donc je suis un ancien, j'ai fait du foot pendant une vingtaine d'années. Ah oui, d'accord. Après j'ai fait un peu de rugby à la fac, mais une fracture du coccyx m'a arrêté en cours de route. Je me suis fait des croisés, c'est pour ça que je peux passer pro. Non, même pas. Et ensuite là j'ai fait un peu de salle de sport comme tout le monde, bon ça se voit pas forcément. Mais en ce moment je fais du grappling, je me suis mis au grappling là depuis 6 mois. Et donc avec mon gabarit c'est vrai que c'est assez traumatique pour les articulations. C'est des muscles que j'avais pas forcément l'habitude de travailler, c'est pour ça que j'essaie de me remettre un peu au renforcement musculaire aussi. Notamment au niveau du dos pour la posture, parce que c'est vrai que j'ai tendance à me tenir pas très droit et bon, je savais pas je suis déjà arrivé chez Guillaume plusieurs fois un peu mâché après des séances de lutte. Juste un poil. Un peu avec des bleus partout sur le corps. Ça c'était le début, là ça va un peu mieux. Ok, alors aujourd'hui, ce que vous savez pas, c'est que Paul il m'a un petit peu spoilé les petites douleurs qu'il pouvait avoir. Hein. Encore une fois, il a pas mal de tension musculaire au niveau de la base du crâne, au niveau des muscles sous-occipitaux. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un certain temps, ils savent déjà ce que sont les muscles sous-occipitaux, donc on ira potentiellement les relâcher. Il y a sûrement une petite articulation du coup qui va manquer de mouvement en haut de cervicale. Je pense qu'il y aura aussi du travail au niveau des bases cervicales, au niveau de la charnière cervico-thoracique, avec des trapèzes qui sont très contractés. Encore une fois, il a encore cette posture un petit peu... il préfère en tout cas une posture avec les épaules vers l'avant. Donc automatiquement, lorsqu'on met les épaules vers l'avant, on va venir un peu plus activer les trapèzes. Alors qu'à l'inverse, quand on a une épaule comme ça, le trapèze va avoir tendance à se relâcher un petit peu. Voilà. Donc on va lui apporter un peu de confort en relâchant les trapèzes, mais bien évidemment, pour avoir des trapèzes relâchés, ça va passer par des exercices. Aujourd'hui, consultation, somme toute, de prévention. On va regarder toute la colonne vertébrale dans son ensemble. Tu seras peut-être un peu fatigué, mais ça, je pense que tu commences un peu à le savoir. Ça va, j'ai l'habitude. Et puis, vu que je suis face à... Alors, t'aimes pas ça, mais t'es quand même docteur sur le papier. Comme je suis face à un docteur, il a des patients, moi si j'ai des patients, on a sûrement des situations, des points de vue un peu sur la santé, sur la gestion des patients ou les erreurs que font les patients qu'on partage, la même vision. On va en discuter un petit peu. Comme vous le voyez, là c'est vraiment une consultation un peu cool. Je cherche un peu mes mots, mais au final, ça fait plus vrai. Que ce soit naturel. Voilà. Pas de coupure au montage. On va essayer. Vous êtes prêts? T'es prêt? Prêt. Allez, on attaque. Alors, comme d'habitude, vous commencez un peu à connaître ce qui va se passer. Là, on va venir tester les amplitudes de mouvement. Donc, ce sont des amplitudes de mouvement actives. C'est Paul qui va faire le mouvement. On va essayer d'apprécier. Quand je dis apprécier, c'est pas aimer. Hein. On va apprécier, on va évaluer, on va dire l'homogénéité de ces amplitudes de mouvement. Quand il fait une flexion, je m'attends à ce que l'ensemble de sa colonne parte en flexion.
Bon, je sais à peu près d'avance quels sont les endroits qui vont pêcher. On va tester l'extension, voilà. Et peut-être même que vous allez trouver effectivement des petites choses qui m'ont échappé. Alors Paul, on va commencer au niveau du cou. Je vais te demander de pencher ta tête vers le bas le plus possible. Ok, est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce que ça tire? Au niveau des trapèzes un peu. D'accord, tu peux redresser ta tête. Son menton touche le sternum. On qualifie sa flexion de fonctionnelle. Non douloureuse, hein, c'est pas une vraie douleur ce qu'il a ressenti, donc c'est nickel. Un peu Plus une gêne. voilà, un tiraillement. Je te demandais de te mettre ta tête en arrière le plus possible. Tu veux pas aller plus loin? Non. Ok, tu peux te redresser. Là, on a une extension qui est vraiment, vraiment limitée. Hein, là, normalement, on devrait être capable d'avoir ses oreilles qui sont parallèles au sol. Donc là, il y a pas mal d'extensions à faire. On a même vu qu'au moment où il est parti en extension, il a légèrement levé les épaules pour raccourcir un peu ses trapèzes, pour lui donner un peu plus d'amplitude. Donc on imagine bien qu'en relâchant ses trapèzes, il va gagner de l'extension. Ok. Est-ce que tu as eu une douleur quand tu as mis ta tête en arrière? Un peu, ouais, ça est douloureux au niveau des trapèzes et au niveau des épaules, épaules et haut du dos, par ici, enfin, rhomboïde, grand rond, etc. Ok. Je vais te demander de tourner ta tête sur la droite le plus possible. Une douleur? Toujours pareil. Tension musculaire. Tension musculaire, pas des douleurs, plus des gènes. Ok. À gauche le plus possible? Pareil. Pareil, un peu plus, mais. Ok. Ces rotations dans l'ensemble, elles sont bien. Elles sont pas parfaites et il devrait être capable de voir son épaule opposée. Donc il y a un tout petit manque de mobilité sur la rotation, mais ça va honnêtement. Je te demandais de pencher ta tête sur le côté gauche. Ok. Et du côté droit. Là par contre c'est douloureux. Ouais. À quel niveau? Au niveau des muscles du cou, j'ai l'impression. Ok, tout ce qui est SCM, alors SCM, sternocléido-mastoïdien, mais ça, moi, je l'ai appris comme ça. Il y en a d'autres, c'est le SCOM, hein. C'est chacun a sa nomenclature. Ok, bon, de toutes ces amplitudes de mouvement cervical, celle qui pose le plus problème, encore une fois, hein, c'est l'extension. Hein. C'est vraiment l'amplitude de mouvement, je cherche mes mots aujourd'hui, qui est la plus challengeante. Ok. Quand il a fait l'extension, elle n'était pas homogène. Il n'y a pas de suspense, elle n'était pas homogène. On avait une extension qui se faisait principalement avec les mythes cervicales, le milieu de ses cervicales. Au niveau basse cervicale, il n'y avait pas énormément d'extension, ni au niveau des hautes cervicales. Donc je m'attends à retrouver une restriction de mouvement au regard de ces articulations-là. Ok, je te demandais de te pencher en avant, de toucher le sol avec tes doigts le plus possible. Je suis pas très souple. Ouais, tu peux te redresser tout doucement. La flexion dans l'ensemble a été homogène. Bon, il a senti un peu de tension au niveau de sa chaîne postérieure, mollet ischio, mais rien de très très exotique, folklorique. Je te demandais de mettre tes bras en l'air le plus possible. Super. Et de partir en arrière le plus possible. Ok. Et tu peux te redresser. Est-ce que tu as eu une douleur? Non, au niveau des lombaires, ça bloque, j'ai l'impression, surtout à droite. J'ai l'impression d'être pas mal limité sur ce mouvement. Clairement. Alors on a une limitation au niveau des basses lombaires, on a une limitation au niveau des mythes thoraciques et une limitation au niveau des hautes thoraciques. Quand je dis une limitation, en vérité, je vois surtout qu'il y a une cassure dans son extension. La seule façon d'être sûr, c'est de faire la palpation derrière. Ok. Je te demandais maintenant de mettre ta main sur ta cuisse et de glisser le plus bas possible. Ok, super. Même chose de l'autre côté. Ok. Et tu peux te redresser tout doucement. Est-ce qu'il y a une douleur? Plus difficile du côté droit, j'ai l'impression que je suis assez d'accord. Et de toute façon, quand il a fait son extension, il a senti que c'était davantage côté droit qu'il y avait une douleur. Maintenant, est-ce que c'est sa sacro-iliaque droite qui pose problème? Est-ce que c'est sa L5S1 qui, du coup, avec un disque qui a tendance un peu plus à migrer vers la droite? Encore une fois, il ne déborde pas le disque, hein, sinon ce serait une hernie discale. Hein. Je vulgarise la science. Donc forcément, quand on vulgarise trop, parfois, ça peut être un peu faux. Donc les professionnels de santé... contrôlez-vous devant vos claviers. Ok, super. Alors, comme d'habitude, une petite palpation passive. Je vais venir appuyer à différents endroits. Si jamais ça te reproduit une douleur, n'hésite pas, tu me le dis. Okay. On me dit dans l'oreillette que ici, ça va pas être super agréable. Ouais. On est d'accord. Donc là, je suis pile poil au niveau du disque L5S1. Donc c'est vraiment la plus basse articulation lombaire hein, qui est en souffrance. Est-ce que c'est plus gênant quand je fais ça ou quand je fais ça? Ça, ouais, clairement. Ok. Niveau sacro-iliaque, là, je me réjouis d'avance de tous les petits commentaires. La sacro-iliaque, ça bouge pas, ça bouge pas. Enfin, ça bouge pas en attendant, ça, c'est du jeu articulaire. Hein. Ça bouge pas à partir de 55 ans. Là, ça bouge. Ça, c'est good. Globalement, les sacro-iliaques, c'est bien. Un tout petit peu plus de raideur au niveau de la droite. Automatiquement, comme on a un disque en souffrance en L5S1, on va avoir les grands fessiers qui sont un poil tendus, just a little bit, et un petit peu au niveau des moyens fessiers. Ok, encore une fois, là, c'est rien de très très
C'est important. On a aussi un carré des lombes qui pour le coup est davantage tendu, ouais, côté gauche. Le reste des lombaires, ça va. Un tout petit peu ici, sensible là? Oui. On est d'accord. On me dit dans l'oreillette aussi qu'ici aussi. On est d'accord. Il faudrait que je fasse des petites prédictions sur un papier. Et un peu plus à ce niveau-là aussi. Ok. Alors, essaie de bien lâcher tes épaules. Pour l'instant, ce qu'on retrouve, on retrouve 1, 2, 3. En plus, comme il marque un peu, on voit bien les points rouges. Une articulation ici qui est limitée, une ici, une ici. Quand je dis limitée, elle n'est pas bloquée, elle manque de mouvement sur l'extension. C'est tout. Du coup, on va redonner, restaurer l'amplitude de mouvement en extension de ces articulations-là avec une manipulation vertébrale. Pareil, il peut y avoir un craquement, il peut ne pas y en avoir, ça ne signifie rien. Ta mission, si toutefois tu l'acceptes, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Je vais venir placer mes 2 mains de chaque côté. Quand tu seras prêt, je t'invite à inspirer en grand et à souffler profondément. Et tu souffles. Super. Parfait. Tac. Alors. Tac. On va venir faire ici aussi. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Parfait. Encore une fois, le craquement, c'est une petite bulle de vide qui se crée dans l'articulation, ce qu'on appelle la cavitation. Pour celles et ceux qui se posent encore la question, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet, parmi les premières vidéos. Je vous mettrai une petite vignette là ou là, donc n'hésitez pas à checker la vidéo. Et la dernière, juste ici, pareil, inspire bien en grand. Et tu souffles. Voilà, super. On a un petit muscle ici, je vais venir le relâcher, ça va être gênant au tout début. Si jamais ça fait trop mal, n'hésite pas, tu me le dis. Ok, inspire bien en grand et tu souffles, parfait. On va venir du coup préparer un petit peu l'articulation à l'ajustement. Pour ça, on va faire une mobilisation qu'on qualifie de pompage. Je vais venir faire des pressions successives, ça va masser le disque et le réhabituer un petit peu plus à partir vers l'avant. Encore une fois, c'est très schématique. Allez, je vais te laisser inspirer en grand. Et soufflez profondément. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Une petite dernière fois. Inspire. Et tu souffles. Super. Ça va? Ça va. Parfait. Alors, maintenant, petite détente en trigger point au niveau des grands fessiers. Donc là, c'est le moment où tu vas prendre un plaisir non dissimulé. Tu vas sentir une petite douleur, mais ça va pas durer longtemps. Si jamais ça fait trop mal, n'hésite pas, tu me le dis. Okay. Et hop. Et comme tu es courageux, on va faire le deuxième en même temps. Choups. Voilà. Allez, régale la communauté ASMR. Voilà, ça va commencer à se relâcher assez rapidement. C'est bien, en plus tu respires et plus ça va se relâcher. J'ai des patients, ils se mettent en apnée quand je fais ça. Alors déjà, ils souffrent, en plus ils sont en apnée. Ok. À droite, c'est bon, encore un tout petit peu à gauche. Voilà, là ça commence. Ok. Pour ceux qui me posent la question, en vérité, je sens le muscle vraiment qui se relâche sur mon doigt. C'est pas moi qui appuie de moins en moins fort. À la fin de la journée, je peux plus plier mes pouces. Ok, super. Bon, on va venir faire au niveau des moyens fessiers. Moyens fessiers, ce sera beaucoup moins douloureux. Tac. Voilà. Si tu sens des spasmes, c'est normal. On force le muscle à se relâcher et lui, il n'a pas envie. Voilà, ça commence tout doucement. Super. Ok. On avait fait un peu de mobilisation tout à l'heure en pompage discal. Donc on a déjà redonné un peu de mobilité. Maintenant, on va terminer de redonner de la mobilité en faisant une manipulation vertébrale en regard de L5-S1. Pour ça, je vais te demander de te mettre sur ce côté-là vers moi. Vas-y, prends ton temps.
Voilà, je relève très légèrement la tétière. Super. Tac. Alors, rapproche-toi une chouille vers moi, c'est parfait. Ou une chouille, un terme très médical. Alors, je vais venir légèrement pied ta jambe, l'autre je vais venir bien la tendre. Comme t'es grand, je mets la rallonge. Je te mets un chouïa plus sur ton épaule. Ouais, c'est vraiment pour dire que il sait déjà comment se positionner, le bougre. Alors, on va venir faire une manipulation au niveau de L5 S5. Comme d'habitude, tu auras peut-être l'impression de tomber. Tu tomberas pas, donc essaie de bien te relâcher. Ok. Voilà. Et ben, là c'est difficile de pas faire une poker face. Là, ça faisait quand même un bon gros bruit. Et là c'est beaucoup mieux. Super. Donc là encore une fois, on pourrait se demander ce que je suis en train de faire. En fait, quand on fait une flexion ou une extension, on va venir engager l'ensemble des articulations lombaires. Par exemple, là sur cet angle, c'est la L5S5 qui bouge. Et je regarde si effectivement elle rentre en mouvement. Et là c'est bon. Ok, tu vas pouvoir repasser sur le ventre s'il te plaît. Prends ton temps. Super. Alors, on va venir évaluer la mobilité du rachis cervical. On va se concentrer en particulier sur la charnière cervico-thoracique. Charnière cervico-thoracique, c'est l'articulation qui fait la jonction entre la fin des cervicales et le début du rachis thoracique. Donc, C7-T1. On a vu tout à l'heure, lors de son extension cervicale, qu'il y avait une limitation en regard des bases cervicales. Logiquement, je devrais retrouver une C7-T1 limitée dans une amplitude de mouvement. On va faire un mouvement assez global pour l'évaluer. On va faire à la fois de la rotation et à la fois de l'inflexion, le fait en fait de pencher sur le côté. Pour ça, Paul, je vais venir tourner ta tête d'un côté, puis de l'autre. C'est pas toi qui tourne ta tête, c'est moi qui tourne ta tête pour toi. Ok ? Voilà, déjà bien limité de ce côté-là. En fait, là, j'isole vraiment le mouvement sur la C7-T1. Il ne peut pas tricher avec ses autres articulations. Donc on voit tout de suite si c'est limité ou pas, en fait. Pareil de l'autre côté. Là, c'est déjà beaucoup plus mobile. Qu'est-ce que tu en penses ? Je le sens aussi. On est d'accord. Hein. Donc on va venir du coup corriger la C7-T1 sur ce mouvement de flexion latérale à gauche et de rotation à droite. Pour ça, le mouvement d'ajustement va être exactement comme ce que je viens de faire, à la différence qu'à la fin, j'enverrai une petite impulsion ici. Ok ? Essaye de bien te relâcher. Jusque-là, tu l'as très bien fait. Ups, et c'est parti, à voler studio. Alors, voilà, inspire bien en grand. Et tu... Voilà, super. Ça va ? Ça va. Il y a eu un petit craquement. Hein. Vous ne le saurez, vous ne l'entendrez pas. Ok, on aura aussi pas mal de travail musculaire au niveau des sous-occipitaux, mais ça on l'avait déjà deviné. On a l'élévateur de l'omoplate aussi qui est bien pris. On va avoir du splénus à relâcher. Bon, la routine, hein. Un petit peu de supra-épineux, je pense, ici. Et il fut un temps, il me semble, il y avait aussi ces petits ronds qui posaient problème. Ouais, souvent. Un tout petit peu, mais là ça me choque pas. Pas tant que ça. Alors, on va vérifier la mobilité. Relâche complètement ton cou. Voilà. Voilà, on a retrouvé déjà un peu plus. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Il n'est pas payé hein, pour dire que ça fonctionne. Je précise. Ok. Tu vas pouvoir passer sur le dos, s'il te plaît. Prends ton temps. Super. Tu as la caméra qui te fixe. Tous les regards sont braqués sur toi. Je vais remettre ça pour tes pieds. Voilà. Toujours penser au confort du patient. L'ergonomie. Parlons peu, parlons ergonomie. Ups. Alors, je descends très légèrement la tétière. Tchups. Bon, du coup, il va y avoir pas mal de détente au niveau des sous-occipitaux juste ici. Il y aura peut-être même un occiput à corriger. Hein. Bon, ceux qui connaissent ma chaîne, ils savent très bien que le mot occiput, c'est pas un gros mot. On va avoir aussi, ouais, pareil ici. Alors, j'arrive pas à distinguer quel est le muscle sous-occipital hein, qui est à cet endroit-là. On les connaît, il y a l'oblique, obliquus, capitis, inferioris, il y en a plein de muscles à cet endroit-là, j'arrive pas à les discriminer, à les trouver précisément avec le doigt. J'arrive juste à remarquer s'il y a un peu plus de tension ou pas au niveau de ces sous-occipitaux-là. Là, ici, je suis juste à ce niveau-là. Juste à ce niveau-là, ça a tendance à lui créer aussi un petit peu des maux de tête, hein, ce qu'on appelle les céphalées de tension. Pareil, ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est une céphalée de tension, n'hésitez pas à checker ma vidéo sur le sujet, là ou là. Ok,
On va venir évaluer le mouvement, essayer de bien relâcher ton cou. Bon, forcément, c'est 7T1, hein, ça bouge, mais ce serait étonnant que ça bouge pas dans la mesure où on vient de la manipuler. Je regarde au-dessus. Mid cervical, on a vu que grosso modo ça allait. Hein. En haut de cervical, là par contre, c'est un peu plus technique. Gauche, ça va. Droite, il y a une petite limitation. Je pense que tu sens. Non, la question, c'est de savoir est-ce que c'est plus C0, C1, est-ce que c'est C1, C2. On va faire des petits tests d'isolation. Relâche complètement ta tête dans ma main. Tac. Ok. On n'a pas de limitation très très franche sur les tests d'isolation. Donc je vais recourir du coup à ma palpation. Ouais, on a la C2, C3 qui pose problème et possiblement aussi la C0, C1, donc l'articulation entre l'occiput et la première vertèbre cervicale. On va venir corriger la C2, C3. Pour ça, tu n'as rien besoin de faire, je t'essaie de te relâcher le plus possible. Ok. Alors, inspire bien en grand. Et tu... Oh, voilà, super. Pareil, là, pas de petit bruit de craquement. Encore une fois, ça ne signifie rien. Okay. Et là, on va venir relâcher du coup tous les petits muscles ici. Voilà, je maintiens tout doucement. Ça va même pouvoir éventuellement te reproduire des petits maux de tête temporairement. Ok. Tac. On va faire une petite mobilisation en 8. C'est quelque chose que je t'ai jamais fait faire, qui est assez sympa. Je vais venir soulever ta tête comme ceci. J'abaisse tout doucement le dossier et tu essaies de bien relâcher ta tête dans ma main. Voilà. Relâche bien complètement. Donc là, je vois qu'effectivement, il y a de l'extension au milieu de cervical. En haut de cervical, par contre, il y a un bloc. Et là, je sens vraiment que c'est l'occiput. Hein. C'est vraiment l'articulation entre le crâne et la première vertèbre cervicale qui pose encore pas mal de problèmes. On fait de la petite mobilisation. Encore une fois, ça va préparer l'articulation à l'ajustement qu'on fera à la toute fin. Hein. Justement, l'occiput, ce sera la petite cerise sur le gâteau. Ok, relâche complètement. Voilà. Si c'est trop douloureux, tu me dis. Relâche complètement. Ça un peu. Tac. Alors encore un peu, il y a quand même encore la C2, C3 qui est un peu limitée. Encore une fois, hein, l'ajustement, un seul ajustement, parfois, c'est pas suffisant. Il faut peut-être refaire une deuxième fois l'ajustement. D'où l'importance de refaire une palpation, une réévaluation. On va refaire une dernière petite fois au niveau de ta C2, C3. Tac. Ok. Pas besoin d'inspirer ni de souffler. Voilà, super. Voilà. Là déjà, on sent qu'il y a encore une petite limitation en termes musculaires, mais d'un point de vue amplitude de mouvement, là on est déjà beaucoup mieux. Ok, super. Alors, on va poursuivre la détente des sous-occipitaux. On a fait une petite coupure là, mon Mac souffre autant de la chaleur que nous, parce que ça se voit pas, hein, mais il fait super chaud. On m'avait dit grand cabinet, cabinet aéré, ouais, vite fait, hein. Très vite fait. Parce que sinon j'allume le ventilateur et alors là vous n'entendrez plus rien malheureusement. Donc dès qu'on fait un petit cut, on se met devant le ventilo, on profite. Alors je t'embête un petit peu. En tout cas le truc qui est bien avec ce type de patient, je parle de lui à la troisième personne qui est en face de moi, c'est qu'il a quand même une certaine conscience, un schéma corporel, c'est-à-dire qu'il sait quand il a mal, il sait où il a mal et il sait sur quel type de mouvement il a mal. C'est pas le type de patient qui va me dire « Oh j'ai mal, je suis pas trop là ». Voilà. Il a quand même une idée assez précise de l'endroit où il a mal, des problématiques qu'il a. Et pour être capable d'être précis sur ce type de questionnement, il faut quand même avoir une bonne idée, une bonne image de son corps, savoir écouter son corps, avoir eu l'habitude d'écouter son corps aussi. Ça c'est bien, puis forcément il est sportif, donc les sportifs ils ont toujours un schéma corporel un peu plus, on va dire, élaboré, un peu plus développé. Et si seulement tous les autres patients pouvaient être comme ça serait cool. Parce que, je veux dire, je sais pas, moi j'étais peut-être un peu naïf quand j'étais plus jeune parce que je me disais oui, mais les patients ils font pas des consultations de prévention. Je veux dire, ils consultent pas s'ils ont pas mal des thérapeutes comme le chiro ou l'ostéopathe parce qu'en fait juste que ça coûte en fait de l'argent.
Alors que éventuellement les autres thérapeutes, par exemple les docteurs, etc., chirurgiens dentistes, eux comme c'est remboursé par la Sécu, s'ils peuvent faire un bilan tous les ans, ils vont le faire. Au final, je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que nous on suggère, classiquement le dentiste dit une consultation par an. Après il est très très fréquent qu'il y ait des gens qui viennent que quand ils ont mal et qu'on leur explique le plan de traitement, les choses qu'il y a à faire, etc. Et puis que finalement on ne les revoit que quelques années plus tard parce que le soin d'urgence a soulagé ou autre, ou parce qu'ils n'ont pas pris le temps ou pas l'envie, parce que il n'y a pas grand monde qui a vu venir chez le dentiste malheureusement, même si ça a un peu évolué. Mais c'est vrai on recommande généralement une visite par an. Après moi j'essaie de m'entretenir, comme je disais tout à l'heure, la carrière est encore longue et il faut préserver. Et c'est pour ça qu'on s'entretient aussi avec du sport, etc. Après, je pense pas que ce soit forcément, l'histoire de remboursement de la sécurité sociale compte. Mais nous, on s'aperçoit que les patients sont remboursés sur les consultations et c'est pas pour autant que tous les patients, malheureusement, viennent consulter tous les ans. La sécurité sociale a essayé d'initier un peu les choses, par exemple avec les bilans bucco-dentaires tous les 3 ans ou tous les 3-4 ans chez les enfants, pour mettre une petite piqûre de rappel aux parents et habituer les enfants à venir consulter au moins tous les 3 ans. Même si généralement moi je leur dis de revenir tous les ans, ça prend en tout cas pour les enfants 5 minutes, ça les habitue et ils sont pas traumatisés. Et après pour les patients, ça dépend en fonction du besoin de chaque patient, on essaie de tout expliquer toujours du mieux possible. Après si le patient ne veut pas, on va pas aller le chercher chez lui malheureusement. Encore une fois, tu soulèves un point sur lequel je suis d'accord et que je retrouve dans ma pratique, c'est la différence entre un soin symptomatique et un vrai soin. C'est-à-dire moi j'ai des patients, ils viennent, ils veulent juste ne plus avoir mal. Ils s'en fichent royalement d'être vraiment soignés. Ou, je veux dire, par exemple, il y a des patients, ils vont venir juste parce qu'ils ont mal. Ils ne vont pas venir, oui, j'ai regardé, ma dent a un aspect bizarre, etc. Il faut vraiment qu'ils soient au bout du gouffre, où ils ont vraiment une douleur insupportable pour venir consulter. Ce qui est dommage, parce qu'encore une fois, la douleur, quand elle s'installe, des fois, ça aurait valu quand même, ça aurait été quand même un peu mieux de consulter avant que la grosse douleur se déclenche. Parce qu'il y en a même, ils sont capables de garder leur douleur, d'attendre. Et là, quand la douleur atteint son paroxysme et qu'ils sont vraiment au bout de leur vie, alors je sais pas, je suis pas dentiste, mais rage de dents, etc. Là, on récupère certains dans des états un peu compliqués, alors que je dis souvent aux patients, malheureusement, que j'arrive un peu tard pour soigner cette dent et que il aurait été bien d'identifier le problème avant et que malheureusement ça ne date pas d'hier. Mais voilà, les patients sont toujours un peu réticents à venir nous voir. Et je peux le comprendre aussi, mais j'essaie d'expliquer toujours du mieux possible et de prévenir de ce qui peut arriver. Après, libre à eux de faire ou pas. La santé, encore une fois, c'est pas de la magie. Je veux dire, il y a une raison. Moi, par exemple, c'est mon avis. Il y a une superbe dentition, voilà, il y a des dents super blanches, etc. Machin. Mais aussi quand on creuse, il prend pas de café, il prend pas de thé, il limite toutes les boissons sucrées, l'alcool il en prend très très rarement, forcément il met toutes les chances de son côté. Bien évidemment qu'on a un patrimoine génétique, je veux dire par exemple au niveau de la colonne vertébrale, quand on a des parents, qu'on a toute une famille en surpoids, on va du coup avoir plus de prédispositions pour être en surpoids et éventuellement avoir des problèmes de dos, des problèmes disco, etc. Mais déjà il n'y a pas une notion de fatalité, On peut faire du sport, on peut faire de l'activité physique, on peut se brosser les dents régulièrement, on peut passer des petites brossettes. Déjà brosser les dents tous les jours, plusieurs fois par jour, je suis pas sûr qu'ils le font tous. Alors de là, utiliser des petites brossettes, faire attention, fil dentaire, etc., limiter, il y en a pas tant que ça, je pense qu'ils le font. Non, malheureusement pas. Bon, on m'a quand même conseillé de boire le café avec une paille. Ça, pour le coup, ça me tue mon plaisir, mais... Ça je le ferai pas, ça je le dis droit dans les yeux, je le ferai pas. Mais j'ai quand même essayé. Mais je veux dire, voilà, il n'y a pas de fatalité, bien évidemment, on n'est pas tous sous une bonne étoile. On peut avoir des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de comorbidité. Mais après, avec le jeu de cartes qu'on a, avec lequel on part quand on démarre notre vie, on peut quand même très très bien s'en sortir et c'est là où ça va être important. C'est pas toujours juste la santé, c'est pas toujours juste. Moi j'ai des patients, ils ont des boulots pourris et au final ils ont quasiment pas de problème de dos alors qu'il y a des personnes qui sont sportifs et qui font le maximum et qui pour autant ont quand même des problèmes. Effectivement, après je pense que c'est comme tout, de s'entretenir régulièrement. Moi je vois souvent mes patients très âgés qui sont en pleine forme, 85, 90, qui marchent 10 km par jour. Effectivement, on s'aperçoit que ça a quand même un impact sur le long terme.
et que cet investissement régulier tout au long de la vie a peut-être des conséquences positives plus tard. À la fin, on passe tous à la caisse. C'est aussi simple que ça, à la fin, on passe tous à la caisse. Quand je vois un patient qui a 30 ans et je lui donnerai 40, ça arrive. Alors bien sûr, je ne le dis pas aux patients. Je pourrais me prendre un mauvais avis, mais bien sûr que si ça se voit, moi il y a des patients, ils viennent me voir, je suis sûr qu'ils prennent de la drogue. C'est évident, ça se voit. Je suis sûr qu'ils prennent de l'alcool. Je suis sûr qu'ils fument. Bon, déjà, voilà. Il y a plein de choses. Et encore une fois, en tant que thérapeute de santé, de la santé, docteur pour certains, je veux dire, ça me paraît primordial de prendre soin de soi. Je suis pas quelqu'un qui croit du tout au vitalisme, un truc énergétique, machin. À la limite, ça peut apporter du bien aux patients. Moi, c'est pas mon truc. Je fais que des techniques qui ont été, entre guillemets, prouvées avec un haut niveau de preuve. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'evidence-based. Pour autant, je considère que le thérapeute va quand même dégager quelque chose, va dégager une image que le patient va ressentir. C'est-à-dire que si on va voir un cancérologue et que le cancérologue il fume des gauloises sans filtre, qu'on arrive et qu'on a l'impression qu'on est à Cuba et qu'il a sa boîte de cigares ouverte et que je veux dire, on va sentir quand même. Et on a besoin aussi, par exemple, quand on va voir un chiropracteur, de voir qu'il se tient droit, qu'il n'a pas de problème de dos, etc. Quand on va voir un dentiste, c'est toujours bien de voir que le dentiste il a une belle dentition, etc. Parce que sinon on se dit, mais si même lui il n'est pas capable de le faire sur lui-même, comment est-ce qu'il veut que moi je le fasse? Ça paraît évident, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas toujours appliqué. Pas toujours, non, malheureusement. Quand on voit le médecin qui fume son paquet de clopes devant son cabinet, c'est archi moyen. Après, encore une fois, je suis personne pour juger, c'est que des conseils que je donne. Ce ne sont, que des conseils que je donne, mais pour moi, l'image c'est quand même important de soigner son image quand on est thérapeute de santé, parce que le patient, il va le ressentir, et puis quelque part, on doit un peu montrer l'exemple. Sinon, on n'est pas capable de montrer l'exemple. Ça la fout quand même un peu moyen, je trouve. Effectivement, après moi je suis pas forcément le bon exemple, je fume pas, je bois pas de café. J'ai un peu une hygiène de moine tibétain. Ah non, c'est juste normal. Mais c'est pas la majorité des gens de notre âge qui font ça. Après je jette la pierre à personne, chacun fait ce qu'il veut. Chacun gère ses priorités et met les priorités là où ils veulent. Car moi il y a des patients, ils vont me dire « Ah, ta consultation, ça coûte super cher. » Enfin, il ne me tutoie pas, mais votre consultation, c'est pas donné, 60 €, je cite, vous vous faites pas chier, parce que j'ai déjà entendu des phrases comme ça. Il y a un moment donné, j'avais peut-être pris un café un peu trop serré, me direz-vous, mais je lui ai dit, oui, vous fumez un paquet de cigarettes par jour, le paquet de cigarettes était à 10 €, vous vous privez de cigarettes pendant une semaine, au final, vous la payez la consultation. Donc c'est qu'une question de priorité, on met son argent là où on en a envie. Voilà. C'est exactement la même chose pour les soins dentaires, encore pire parce que forcément ça coûte plus cher malgré les prises en charge de la sécurité sociale, etc. Le patient qui peut pas dépenser un petit peu de sa poche, même si je conçois que pas tout le monde peut le faire et je le respecte, tous les mois et qui dépense 300 ou 400 € de cigarettes par jour. Ça en fout. Voilà, c'est difficile à entendre après, surtout pour quelqu'un comme moi qui fume pas. Après, je sais que l'addiction, pas forcément facile d'en sortir. Mais bon, voilà, il y a des choses un peu contradictoires parfois. Après, je jette la pierre à personne, moi j'explique. Et après, le patient est libre de faire ce qu'il veut. C'est ça, en fait, on est là pour donner les clés au patient pour s'en sortir. Après, libre à lui de les écouter ou pas. On peut le répéter une deuxième fois si on le revoit. Et moi, il y a des patients, je leur donne des infos, ça les traverse. Ils me regardent, il y en a certains, ils me disent « Oui, bon, vous êtes gentil, vous pouvez pas me faire craquer le dos. » Bon, autant vous dire que ces patients-là, je prends vraiment sur moi. D'ailleurs, même, j'en surjoue parfois. Parfois, j'ai des patients, ils viennent, je sais pas qui ils ont consulté avant, ils connaissent pas la chiro, ils commencent à se mettre sur le ventre, à se déshabiller. Je fais, attendez, on va peut-être discuter un peu avant de se déshabiller. Alors, ils se mettent à rire, je fais, oui, on va quand même poser un diagnostic, faire un examen clinique et tout. Mais voilà. Après, quand je donne des conseils sur l'hydratation, etc., il y a des patients, je sais qu'ils ne m'écouteront pas. Ils m'écouteront pas. Après, je suis pas là pour les juger, je suis là pour les aider. Moi, il y a énormément de thématiques comme ça qui me rendent folle. Tout ce qui est, par exemple, dans l'histoire de body positif, être à l'aise avec son corps, pourquoi pas, si ça peut les aider à s'accepter tels qu'ils sont. Par contre, quand je suis face à quelqu'un qui a un IMC de 35, qui est en obésité, ça explique des douleurs de genoux. Quand je dis à la personne, vous êtes en surcharge pondérale, ça pourrait être bien de faire un rééquilibrage alimentaire, faire du sport si le patient n'en faisait pas, et qui me dit, ah non, c'est pas un problème, je suis à l'aise avec mon corps. Ok, tu es à l'aise avec ton corps, en attendant, moi je te donne quand même les clés pour t'en sortir, libre à toi de les écouter ou pas. Voilà. Le thérapeute est là pour guider, aider le patient, on n'est pas censé avoir une approche paternaliste comme le font les vieux médecins, de je sais tout et toi tu sais rien. Voilà, on est là pour l'aider, mais au final c'est le patient qui décide. C'est un peu cash, mais... Effectivement, moi j'ai
tendance à, peut-être parce que je suis jeune et encore la patience, mais toujours expliquer, On a le même âge, hein. parfois trop aux patients. C'est-à-dire tout ce que je fais, pourquoi tu vas venir pendant 5 ou 6 séances, ouvrir la bouche pendant 2-3 heures. Et pas comme à l'époque où il y a encore des patients âgés qui font confiance aveugle au dentiste, et tant mieux. Mais qui disent allez-y docteur, faites-moi ce que vous voulez, j'ai confiance. Faites-moi mal. J'aime bien expliquer, c'est vrai que c'est jamais un plaisir de venir nous voir encore une fois. Mais j'aime bien expliquer pourquoi on fait ça, les tenants et les aboutissants et pourquoi ils vont passer du temps ici et pourquoi ça a un coût aussi. Voilà, il y a parfois des patients la plupart sont très compréhensifs et comprennent bien les problématiques, mais d'autres pas du tout. Et on n'a même pas spécialement envie de faire l'effort, mais bon, c'est pas grave, on peut pas convenir à tout le monde. Et voilà, j'explique la même chose à tout le monde. Et après, libre à eux de faire ou pas, mais j'aurais averti. Alors, c'est pas toujours un plaisir, moi j'ai bien aimé, hein. Je suis allé voir, il m'a sorti une super caméra 3D, et ça fait une reconstitution en 3D de la bouche, c'est un truc de malade, hein. J'ai l'impression que c'est le CGI pour les films. C'est après, pour amortir sa super caméra, il fait un emprunt sur 15 ans, mais c'est bien. C'est vrai que moi j'étais pas là à l'époque, je travaillais pas, mais les manières de faire ont un peu évolué, et c'est vrai qu'aujourd'hui les soins sont quand même plus accessibles par rapport aux légendes urbaines du dentiste qui fait mal. Bon voilà, on essaie de faire au mieux et dans 99,9% du temps ça se passe toujours très bien. Ok, on vérifie. Là c'est quasiment nickel, il y aurait juste l'articulation au niveau de l'occiput. Et ça c'est good. Pendant qu'on a parlé, hein, juste dans le plus grand des calmes, relâcher le grand trapèze, trapèze sup, élévateur de l'omoplate, les splénus, les sous-occipitaux. On est même venu faire de la distraction en venant étirer l'ensemble de la colonne. Vous remarquerez que j'ai pas mis de gestes brusques, hein. C'est mignon, déjà ça aurait coupé sa parole. Et puis ensuite, parce qu'on fait pas ça, hein, comment dire, we don't do that here, hein, pour reprendre les mêmes. Non, on fait pas ça. Hein. Voilà. Maintenant, on va faire la petite manipulation et après, ce sera bon. Alors, dernier petit ajustement du jour, on va venir corriger la charnière cervico-occipitale. Donc, à savoir l'articulation qui est entre l'occiput, donc c'est la partie postérieure du crâne, et la toute première vertèbre de la colonne vertébrale qui s'appelle l'atlas. Du coup, pour corriger cette articulation-là, encore une fois, comme cette articulation elle a une forme de berceau, automatiquement mon mouvement pour corriger l'articulation ressemblera à comme si je berçais en fait un nourrisson. J'ai fait une petite palpation hors caméra et il semblerait que la limitation soit plutôt sur un mouvement de berceau côté gauche. On va venir faire la manipulation de ce côté-là. Pour ça, j'ai mis recollé le papier au niveau de son oreille pour pas qu'il sente les petits boutons de la blouse. Il a quand même des petites dysfonctions au niveau de la mâchoire, donc on va essayer vraiment d'y aller le plus doucement possible. Moi, je prendrai un contact à ce niveau-là. Si jamais tu sens que ça fait mal ou que ça gêne, n'hésite pas, tu me le dis. Ok. Essaye de glisser un peu plus vers l'avant de la chaise. Voilà, encore un tout petit peu. Super. Donc, je vais pas mettre 80 automatiquement. J'aurais bien voulu. Alors, je viens prendre un contact juste ici. Voilà, tu relâches complètement ta tête. Voilà. Relâche bien. Voilà, super. Alors, c'était pas trop désagréable ou un peu quand même? Un peu, mais Un ça peu. va. C'est supportable. Regardez, je pense qu'on va le refaire une petite fois. Essaye de bien relâcher ta tête. Ça va de ce côté-là. Tu vois, un tout petit peu limité, on va refaire une toute dernière fois. Ça va, je peux en refaire une petite dernière fois? Pas de soucis. Tac. Voilà. Laisse complètement tomber ta tête dans ma main. Voilà. Voilà. Super. Là, c'était bon. Je pense que tu as senti une petite différence. Ouais. C'est un peu impressionnant parce qu'en fait, ce qui craque, c'est vraiment la plus haute articulation du corps. Si on compte pas l'ATM, du coup, forcément, ça résonne dans le crâne. Là, déjà, c'est un peu mieux. Ok. Alors, je te demandais de mettre ta tête en arrière le plus possible. Ah, c'est beau ça. Tu peux remettre ta tête droite. Là, déjà, on a une extension qui est beaucoup plus homogène. Ça mériterait un petit exercice pour étirer les sous-occipitaux. Ça, je les donnerai hors caméra. On relâche un tout petit peu les sous-occipitaux ici. Ce sont les derniers résistants. Tac. Et juste après, le petit clap de fin. Ok, super. Ce qui conclut notre consultation. Donc normalement là ce sera une vidéo quand même assez longue, mais il y a eu pas mal de discussions. Et ceci, ce qui est super intéressant. Bon, il a grimacé un petit peu pendant la discussion parce que j'étais juste tranquillement en train de relâcher quelques sous-occipitaux, mais en tout cas il n'a pas poussé de cri, donc c'est déjà un exploit en soi.
Comment tu te sens? Pas trop fatigué? Pas trop, ça va bien, je me sens mieux. Un peu, j'ai l'impression d'être libéré, de me sentir un peu mieux. Ouais. Après voilà, encore une fois, il faudra voir les résultats sur le jour, voire le jour et demi qui suit. Encore une fois, il y a un effet immédiat, à savoir les muscles qui se relâchent, une régulation du tonus musculaire, un peu plus de mobilité articulaire, mais le vrai effet thérapeutique sera au bout d'un jour et demi, le temps que le système nerveux intègre les informations. Un peu comme un ordinateur. Chez les bébés, les nouveau-nés, effectivement, là c'est beaucoup plus rapide. Je précise quand même que les moins de 3 mois, je ne les prends pas en charge, hein. Mais plus de 3 mois, effectivement, c'est super rapide. Le bébé, c'est une éponge, hein. Il absorbe tous les stimuli provenant de l'extérieur et le traitement est super rapide et super efficace et très rapidement. Voilà. Vous avez déjà vu ces vidéos avec les bébés justement qui pleurent, le chiropracteur pose les mains et tout de suite il arrête de pleurer. En pratique, c'est quasiment ça. Écoute, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je pense qu'on se reverra une prochaine fois pour une petite visite de suivi. Je suis content. Je vais te donner des petits exercices dès que j'aurai un peu plus frais parce que là il fait super chaud. Bien évidemment, pour ceux qui me suivent, si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et encore une fois, je ne cesse de le répéter, mais si toutes les personnes qui regardent chacune de mes vidéos s'abonnaient, hein, tous les spectateurs réguliers, je serais à plus de 30 000 abonnés. Hein, donc si vous regardez chacune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, hein, vous avez vu, je réponds quasiment tout le temps en commentaire, hein, du moment qu'ils sont un minimum courtois, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà, hein, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était la Chirocro et au revoir.